Madame Amy von N, 40 ans, de Livonie. Le 1er mai 1889, je devins le médecin d'une dame d'environ 40 ans dont le mâle, comme la personnalité, m'inspirèrent tant d'intérêt que je lui consacrais une grande partie de mon temps et me donnais pour tâche son rétablissement. C'était une hystérique qui pouvait très facilement être mise dans un état somnambulique. Et quand je notais cela, je me décidai à appliquer sur elle le procédé breuerien d'exploration dans l'hypnose, que je connaissais par des communications de Breuer sur l'histoire de guérison de sa première patiente. Ce fut ma première tentative dans le maniement de cette méthode thérapeutique. J'étais encore bien loin de la maîtriser, et de fait, je n'ai ni poussé assez loin, ni poursuivi selon un plan suffisamment établi l'analyse des symptômes de maladie. C'est en restituant les notes que j'ai prises tous les soirs pendant les 3 premières semaines du traitement que je réussirai peut-être le mieux à montrer concrètement l'état de la malade et ma démarche médicale. Là où l'expérience acquise ultérieurement m'a rendu possible une meilleure compréhension, je l'indiquerai par des notes et des remarques intercalées. 1er mai 1889. Je trouve une femme d'apparence encore jeune, avec un visage aux traits fins et au modelé caractéristique, étendue sur le divan, un petit traversin de cuir sous la nuque. Son visage a une expression tendue, douloureuse. Elle a les yeux qui clignotent, le regard baissé, le front fortement plissé, les plis nasolabiaux creusés. Elle parle comme avec peine, à voix basse, interrompue à l'occasion par un blocage spasmodique de la parole, allant jusqu'au bégaiement. En même temps, elle maintient entrecroisés ses doigts, qui présentent une agitation incessante, à type d'athétose. De fréquents tressaillements, ayant le caractère de tic, dans le visage et sur les muscles du cou, dont certains ressortent avec relief, en particulier le sternocléidomastoïdien droit. De plus, elle s'interrompt fréquemment en parlant pour produire un clappement particulier que je ne puis imiter. Ce qu'elle dit est tout à fait cohérent et témoigne manifestement d'une culture et d'une intelligence peu communes. Il est d'autant plus déconcertant qu'elle s'interrompt brusquement toutes les 5 minutes, que son visage se crispe en une expression de terreur et de dégoût, que sa main se tende vers moi, les doigts écartés et recourbés, et qu'en même temps, d'une voix changée et emplie d'angoisse, elle me lance ces mots : « Restez tranquille, ne dites rien, ne me touchez pas !» Elle est vraisemblablement sous l'impression d'une hallucination pleine d'horreur, qui fait retour et, par cette formule, se défend contre l'immixtion de ce qui est étranger. Puis, cet intermède prend fin tout aussi brusquement, et la malade continue son discours, sans donner suite à l'excitation qui était là, juste avant, sans expliquer ni excuser son comportement, donc vraisemblablement, sans même avoir remarqué l'interruption. Voici ce que j'apprends la concernant. La famille, originaire d'Allemagne centrale, est établie depuis 2 générations dans les provinces russes de la Baltique, où elle est riche en biens. Ils étaient 14 enfants, elle-même est la 13e, mais seuls 4 d'entre eux sont encore en vie. Elle a été élevée avec soin, mais avec beaucoup de contraintes, par une mère sévère et par trop énergique. À 23 ans, elle épousa un homme des plus doués et des plus capables, qui, dans la grande industrie, s'était acquis une position éminente, mais était beaucoup plus âgé qu'elle. Il mourut brusquement d'une attaque cardiaque, après un mariage de courte durée. Cet événement, aussi bien que l'éducation de ces 2 filles, âgées à présent de 16 et 14 ans, qui sous bien des rapports étaient maladives et souffraient de troubles nerveux, voilà ce qu'elle désigne comme étant les causes de sa maladie. Depuis la mort de son mari, il y a 14 ans, elle a toujours été malade, avec plus ou moins d'intensité.
il y a 4 ans, une cure de massage, associée à des bains électriques, lui avait apporté un soulagement passager. Sinon, tous ses efforts pour recouvrer sa santé étaient restés sans succès. Elle a beaucoup voyagé et elle a des intérêts vifs et nombreux. Actuellement, elle habite un manoir au bord de la Baltique, à proximité d'une grande ville. Depuis des mois, de nouveau gravement souffrante, d'humeur dépressive et insomniaque, tourmentée par des douleurs, elle a cherché en vain une amélioration à Abadia. Elle est depuis 6 semaines à Vienne, en traitement, jusqu'à présent auprès d'un éminent médecin. Sans formuler aucune objection, elle accepte la proposition que je lui fais de se séparer des 2 jeunes filles qui ont leur gouvernante et d'entrer dans une maison de santé où je peux la voir tous les jours. 12 mai. Contrairement à mon attente, son sommeil a été bref et mauvais. Je la trouve dans une grande angoisse, du reste, sans les signes corporels habituels. Elle ne veut pas dire ce qu'elle a, seulement qu'elle a fait de mauvais rêves et qu'elle continue à voir les mêmes choses. Que ce serait affreux si elle devait prendre vie. Pendant le massage, elle liquide certains points par des questions, redevient enjouée, raconte quel commerce elle entretient avec les gens dans sa résidence de veuve sur la Baltique. Elle parle des hommes importants de la ville voisine qu'elle a coutume d'inviter, etc. Hypnose. Elle a fait des rêves effrayants. Les pieds des chaises et les dossiers des sièges étaient tous des serpents. Un monstre à bec de vautour s'était précipité sur elle pour la déchiqueter et lui dévorer le corps. D'autres animaux sauvages avaient sauté sur elle, etc. Puis, elle passe aussitôt à d'autres délires d'animaux, qu'elle différencie en ajoutant « ça, c'était réel, pas un rêve ». Comment elle avait voulu autrefois saisir une pelote de laine, et celle-ci était une souris, et elle s'enfuyait. Et comment, lors d'une promenade, un gros crapaud avait brusquement sauté sur elle, etc. Je note que mon interdiction générale n'a produit aucun fruit, et que je suis obligé de lui enlever une à une ses impressions d'angoisse. Par un moyen ou par un autre, j'en vins ensuite à lui demander pourquoi elle avait eu aussi des douleurs d'estomac et d'où celles-ci provenaient. Je crois que les douleurs d'estomac accompagnaient chez elle tout accès de zoopsie. Sa réponse, assez réticente, fut qu'elle ne savait pas. Je lui donnai la consigne de s'en souvenir pour le lendemain. Alors elle me dit d'un ton fort grincheux que je devais non pas toujours demander d'où venait ceci et cela, mais la laisser raconter ce qu'elle avait à me dire. J'y consens. Et elle poursuit sans préambule. Lorsqu'ils l'ont sorti de la pièce, je n'ai pas pu croire qu'il était mort. Elle parlait donc de nouveau de son mari, et je reconnais maintenant comme raison de son humeur dépressive qu'elle a souffert d'avoir gardé pour elle le reste de cette histoire. Et ensuite, elle avait haï l'enfant 3 ans durant, parce qu'elle s'était toujours dit qu'elle aurait pu soigner et guérir son mari si elle n'avait pas été alitée à cause de l'enfant. Et ensuite, elle n'avait eu, après la mort de son mari, que vexation et émoi. Sa famille, à lui, qui avait été constamment opposée au mariage, et qui ensuite s'irritait de ce qu'il vivait si heureux, avait répandu le bruit qu'elle l'avait elle-même empoisonné, si bien qu'Amy voulait demander une enquête. Avec l'aide d'un abominable gratte-papier, la famille lui avait intenté tous les procès possibles. Cette canaille envoyait des agents partout, qui montaient les gens contre elle, faisaient passer des articles infamants contre elle dans les journaux locaux pour lui en envoyer ensuite les coupures. C'est de là que provenait sa crainte des gens et sa haine de toutes les personnes étrangères. Après les paroles apaisantes que je prononce à la suite de son récit, elle se déclare soulagée. 13 mai. Elle a de nouveau peu dormi à cause des douleurs d'estomac. N'a pris hier de repas du soir, se plaint aussi de douleurs dans le bras droit. Mais son humeur est bonne.
Elle est enjouée et me traite, depuis hier, avec une considération particulière. Elle veut connaître mon jugement sur les choses les plus diverses qui lui paraissent importantes et tombe dans une excitation tout à fait disproportionnée lorsque je dois, par exemple, chercher les serviettes dont on a besoin pendant le massage, etc. Clappements et tics du visage surviennent fréquemment. Hypnose. Hier soir, lui est brusquement venue à l'idée la raison pour laquelle les petits animaux qu'elle voit grandissent jusqu'à devenir gigantesques. Cela lui était arrivé pour la première fois au cours d'une représentation théâtrale à D, où il y avait sur scène un lézard gigantesque. Hier aussi, ce souvenir l'avait tellement torturé. Si le clappement fait retour, cela vient de ce qu'elle a eu hier, des douleurs au bas-ventre, et qu'elle s'est efforcée de ne pas les trahir par des soupirs. Elle ne sait rien de la véritable occasion du clappement. Elle se souvient aussi que je lui ai donné pour tâche d'aller chercher d'où proviennent les douleurs d'estomac. Mais elle dit qu'elle ne le sait pas. Elle me prie de l'aider. Je me demande si elle n'a pas un jour été forcée de manger après de grands émois. C'est bien cela. Après la mort de son mari, elle manqua durant une longue période de toute envie de manger. Elle ne mangeait que par sentiment du devoir. Et c'est alors que commencèrent effectivement les douleurs d'estomac. Je lui enlève maintenant les douleurs d'estomac par quelques effleurements de l'épigastre. Elle commence alors spontanément à parler de ce qui l'a le plus affecté. J'ai dit que je n'ai pas aimé la petite, mais je dois ajouter qu'on ne pouvait pas le remarquer à mon comportement. J'ai fait tout ce qui était nécessaire. Je me reproche encore maintenant de préférer l'aîné. Je lui rendis visite un jour, au moment de son déjeuner, et je la surpris en train de jeter une chose enveloppée dans du papier dans le jardin où les enfants du domestique la ramassèrent. En réponse à mes questions, elle avoua que c'était son entremets, sec, qui, d'ordinaire, prenait tous les jours le même chemin. Cela me donna l'occasion d'aller voir ce qu'il en était des restes des autres plats. Et je trouvais qu'il demeurait dans les assiettes plus qu'elle ne pouvait avoir consommé. Priée de dire pourquoi elle mangeait si peu, elle répondit qu'elle n'était pas habituée à manger davantage, et que d'ailleurs cela lui ferait du mal. Elle avait la même nature que son défunt père, qui avait également été un petit mangeur. Lorsque je m'informais de ce qu'elle buvait, elle me répondit qu'elle ne supportait en général que des liquides consistants, lait, café, chocolat, etc. Chaque fois qu'elle buvait de l'eau de source ou de l'eau minérale, elle se gâtait l'estomac. Voilà qui portait, sans qu'on puisse le méconnaître, le sceau d'un choix nerveux. J'emportais un échantillon d'urine et trouvais l'urine très concentrée et saturée de sel urique. Par conséquent, j'estimais approprié de lui conseiller de boire abondamment et je pris le parti d'augmenter aussi sa ration de nourriture. À vrai dire, elle n'était pas d'une maigreur frappante, mais il valait la peine, me semblait-il, de tenter tout de même un peu de suralimentation. Lorsqu'à ma visite suivante, je lui recommandai une eau alcaline et lui défendis l'usage qu'elle faisait habituellement de son entremets, elle fut prise d'un émoi qui n'était pas des moindres. Je le ferai parce que vous l'exigez, mais je vous dis d'avance que ça finira mal, parce que c'est contraire à ma nature, et mon père était pareil. À la question posée dans l'hypnose, pourquoi ne pouvait-elle pas manger davantage ni boire de l'eau, elle répondit d'un ton assez grincheux, « Je ne sais pas ». Le jour suivant, la garde-malade me confirma que Madame Amy était venue à bout de sa portion et qu'elle avait bu un verre d'eau alcaline. Mais je la trouvais allongée, profondément déprimée et d'une humeur très déplaisante. Elle se plaignit de très violentes douleurs d'estomac.
Je vous l'ai bien dit. Voilà, de nouveau réduit à rien tout le résultat pour lequel nous nous sommes donné du mal si longtemps. Je me suis gâté l'estomac, comme toujours, quand je mange davantage et que je bois de l'eau. Et il me faudra encore jeûner complètement, pendant 5 à 8 jours, avant de pouvoir supporter quoi que ce soit. Je lui assurai qu'elle n'aurait pas à jeûner, qu'il était tout à fait impossible qu'on se gâte l'estomac de cette façon, que ces douleurs ne provenaient que de l'angoisse avec laquelle elle avait mangé et bu. Je ne lui avais manifestement pas fait la moindre impression avec cet éclaircissement, car lorsque, peu après, je voulus l'endormir, l'hypnose échoua pour la première fois, et au regard furieux qu'elle me lança, je reconnus qu'elle était en pleine révolte et que la situation était très sérieuse. Je renonçai à l'hypnose, je l'informai que je lui laissais un temps de réflexion de 24 heures pour se soumettre à l'idée que ses douleurs d'estomac ne venaient que de sa peur. Après ce laps de temps, je lui demanderai si elle estimait encore que l'on peut se gâter l'estomac 8 jours durant avec un verre d'eau minérale et un modeste repas. Et si elle répondait par l'affirmative, je la prierais de quitter les lieux. Cette petite scène offrait un vif contraste avec nos relations d'ordinaire très amicales. 24 heures plus tard, je la trouvais humble et matée. À la question de savoir ce qu'elle pensait quant à la provenance de ses douleurs d'estomac, elle répondit, incapable de dissimuler, « Je crois qu'elles viennent de mon angoisse, mais seulement parce que vous le dites. » Je la mis alors en hypnose et lui demandai à nouveau « Pourquoi ne pouvez-vous manger davantage ?» La réponse arriva promptement et consista de nouveau dans l'énoncé d'une série ordonnée chronologiquement de motifs issus du souvenir. Quand j'étais enfant, il arrivait souvent qu'à table, par mauvaise habitude, je ne veuille pas manger ma viande. Ma mère était alors toujours très sévère, et sous peine d'une lourde punition, j'étais obligé, 2 heures plus tard, d'achever de manger dans la même assiette la viande qui était restée. La viande était tout à fait froide, et le gras si figé, et je vois encore la fourchette devant moi, et l'une de ses dents était un peu tordue. Lorsque maintenant je m'assieds à table, je vois toujours les assiettes devant moi avec la viande froide et la graisse. Et quand, de nombreuses années plus tard, je vivais avec mon frère, qui était officier et qui avait la sale maladie, je savais que c'était contagieux. J'avais une angoisse si affreuse de me tromper de couvert et de prendre sa fourchette et son couteau. Et malgré cela, j'ai mangé avec lui, afin que personne ne remarque qu'il était malade. Et quand, un peu après, j'ai soigné mon autre frère, qui était si malade des poumons, nous étions souvent assis devant son lit, et le crachoir était toujours posé sur la table, et il était ouvert, et il avait l'habitude de cracher par-dessus les assiettes dans le crachoir. Voilà ce qui m'a toujours tellement dégoûté, et je ne pouvais pourtant pas le lui montrer, pour ne pas l'offenser. Et ces crachoirs continuent à être posés sur la table quand je mange. Et cela continue de me dégoûter. Naturellement, je fis place nette de cette panoplie du dégoût et lui demandai alors pourquoi elle ne pouvait pas boire d'eau. Lorsqu'elle avait 17 ans, sa famille passa quelques mois à Munich et presque tous ses membres contractèrent des catarrhes gastriques en consommant de la mauvaise eau de table. Chez les autres, le mal fut bientôt écarté grâce à des mesures médicales. Chez elle, il persista. Même l'eau minérale qui lui fut recommandée comme boisson n'arrangea rien. Quand le médecin lui remit cette ordonnance, elle pensa aussitôt par-devers elle. Cela non plus
ne servira certainement à rien. Depuis lors, cette intolérance aux eaux de source et aux eaux minérales s'était répétée un nombre incalculable de fois. L'effet thérapeutique de cette enquête hypnotique fut immédiat et persistant. Elle ne jeûna pas 8 jours durant, au contraire, elle mangea et but dès le lendemain sans éprouver aucune incommodité. 2 mois plus tard, elle écrivit dans une lettre « Je mange très bien et j'ai pas mal grossi. Pour l'eau, j'en ai bu 40 bouteilles. Croyez-vous que je doive poursuivre ?» Épicrise. Il n'est certes pas facile, sans une compréhension préalable approfondie de la valeur et de la signification des termes, de décider si un cas de maladie doit être rangé dans la catégorie de l'hystérie ou parmi les névroses, non purement neurasthéniques. Et sur le terrain des névroses mixtes, qui se présentent communément, on attend encore la main classificatrice qui doit poser les bonnes frontières et mettre en relief les traits essentiels pour les caractériser. Si donc, jusqu'à présent, on a l'habitude de diagnostiquer l'hystérie au sens étroit, d'après sa ressemblance avec les cas typiques connus, on ne pourra guère contester au cas de Madame von N la qualification d'hystérie. La facilité avec laquelle délire et hallucination interviennent dans une activité intellectuelle par ailleurs intacte, la modification de la personnalité et la mémoire dans le somnambulisme artificiel, l'anesthésie affectant l'extrémité douloureuse, certaines données de l'anamnèse, l'ovarie, etc., ne laissent aucun doute quant à la nature hystérique de l'affection, ou du moins de la maladie. Le seul fait que la question puisse être soulevée provient d'un caractère déterminé du cas, lequel peut offrir l'occasion d'une remarque à validité générale. Comme on le voit dans notre communication préliminaire, publiée en ouverture, nous considérons des symptômes hystériques comme des affects et des restes d'excitation qui ont influencé, en tant que trauma, le système nerveux. De tels restes ne subsistent pas si l'excitation originelle a été éconduite par l'abrécation ou le travail de pensée. On ne peut ici plus longtemps éviter de prendre en compte des quantités, même si elles ne sont pas mesurables, de concevoir le processus comme si une somme d'excitation accédant au système nerveux était transposée en symptômes durables, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée à hauteur de son montant pour l'action vers l'extérieur. Nous sommes désormais habitués à trouver dans l'hystérie qu'une partie considérable de la somme d'excitation du trauma se transmue en symptômes purement corporels. C'est ce trait de l'hystérie qui, pendant si longtemps, a empêché de la concevoir comme affection psychique. Si, pour faire court, nous choisissons la dénomination de conversion pour la transposition de l'excitation psychique en symptômes durables corporels, transposition qui caractérise l'hystérie, nous pouvons dire que le cas de Madame Amy von N offre un faible montant de conversion, l'excitation originellement psychique demeurant aussi, la plupart du temps, dans le domaine psychique. Et il est facile de s'apercevoir que ce cas devient, par là, semblable à d'autres névroses non hystériques. Il y a des cas d'hystérie dans lesquels la conversion concerne le surcroît de stimulus tout entier, si bien que les symptômes corporels de l'hystérie font saillie dans une conscience pleinement normale. Mais il est plus habituel de rencontrer une transposition incomplète, si bien qu'une partie, au moins, du trauma accompagnant l'affect demeure dans la conscience comme composante de l'humeur. Les symptômes psychiques de notre cas d'hystérie, peu convertis, peuvent être regroupés en modifications d'humeur, angoisse, dépression mélancolique, en phobie et en aboulie, inhibition de la volonté.
Mais ces deux dernières sortes de troubles psychiques, qui sont conçus par l'école des psychiatres français comme stigmates de la dégénérescence nerveuse, s'avèrent être, dans notre cas, suffisamment déterminés par des expériences vécues traumatiques. Ce sont le plus souvent des phobies et des aboulies traumatiques, comme je vais l'exposer en détail. Parmi les phobies, quelques-unes correspondent assurément aux phobies primaires de l'être humain, en particulier du névropathe. Ainsi, avant tout, la peur des animaux, serpents, crapauds, et par ailleurs, toute la vermine dont Méphistophélès se vante d'être le maître, la peur de l'orage, etc. Pourtant, ces phobies, elles aussi, ont été consolidées par des expériences vécues traumatiques. Ainsi, la peur des crapauds par l'impression reçue dans la prime jeunesse quand un de ses frères lui envoya un crapaud mort, sur quoi elle eut le premier accès de tressaillement hystérique. La peur de l'orage, par cet effroi qui donna lieu à l'apparition du claquement. La peur du brouillard, par cette promenade à Rügen. Toujours est-il que dans ce groupe, la peur primaire, pour ainsi dire instinctive, prise comme stigmate psychique, joue le rôle principal. Sa suggestibilité, indéniablement grande dans le somnambulisme, était cependant très éloignée d'une absence morbide de résistance. Dans l'ensemble, je dois dire que je ne faisais pourtant pas sur elle davantage impression que j'aurais été en droit de m'y attendre, en portant ainsi attention aux mécanismes psychiques chez toute personne qui m'aurait prêté l'oreille avec une grande confiance et une pleine clarté d'esprit. Sauf que Madame von N ne pouvait m'offrir, dans ce qu'on appelle son état normal, une telle disposition psychique favorable. Là où je ne réussissais pas, comme dans la peur des animaux, à lui fournir des raisons d'être convaincu, ou que je ne portais pas attention à la genèse psychique du symptôme, mais voulais agir au moyen d'une suggestion autoritaire, je notais alors chaque fois une expression tendue et mécontente dans la mine de la somnambule. Et quand je lui demandais, pour finir, « Eh bien, aurez-vous encore peur de cet animal ?» La réponse était « Non, puisque vous l'exigez. » Mais une telle promesse, qui ne pouvait s'appuyer que sur sa docilité envers moi, n'avait à vrai dire jamais de résultat. Elle avait aussi peu de résultats que les nombreuses leçons générales que je lui donnais, à la place desquelles j'aurais tout aussi bien pu répéter cette unique suggestion « Soyez en bonne santé ». Cette même personne qui maintenait si obstinément ses symptômes de maladie contre la suggestion et ne les laissait tomber qu'en échange d'une analyse psychique ou d'une conviction acquise, était par ailleurs aussi docile que le meilleur des médiums d'hôpital. Lorsqu'il s'agissait de suggestions sans importance, de choses qui ne se trouvaient pas en relation avec sa maladie. J'ai communiqué des exemples d'une telle obéissance post-hypnotique dans cette histoire de malade. Je ne trouve aucune contradiction dans ce comportement. Il fallait que la représentation la plus forte fasse ici également valoir ses droits. Si l'on porte attention au mécanisme de l'idée fixe pathologique, on trouve celle-ci fondée et appuyée par des expériences vécues si nombreuses et agissant avec tant d'intensité que l'on ne peut pas s'étonner qu'elle soit à même d'opposer avec succès une résistance à la contre-représentation suggérée, elle-même pourvue seulement d'une certaine force. Ce n'est que dans un cerveau vraiment pathologique qu'il serait possible de chasser d'un souffle, par la suggestion, les résultats à ce point justifiés de processus psychiques intenses. Lorsque j'étudiais l'état somnambulique de Madame von N, s'élevèrent en moi pour la première fois des doutes importants sur la justesse de la thèse de Bernheim. Tout est dans la suggestion.
et sur le raisonnement de son perspicace ami Delboeuf, comme quoi il n'y a pas d'hypnotisme. Aujourd'hui encore, je ne puis comprendre que le doigt que je place devant ses yeux et le dormez prononcé une seule fois soit censé avoir créé l'état psychique particulier de la malade dans lequel sa mémoire englobait toutes ses expériences vécues psychiques. Je pouvais avoir provoqué cet état. Je ne l'avais pas créé par ma suggestion, puisque ces caractéristiques, qui ont d'ailleurs une validité générale, me surprenaient tellement. De quelle façon la thérapie fut pratiquée ici dans le somnambulisme, on peut le voir suffisamment dans l'histoire de la malade. Comme il est d'usage dans la psychothérapie hypnotique, je combattais les représentations morbides présentes par des assurances, des interdictions, l'introduction de contre-représentations de toutes sortes, mais je ne me contentais pas de cela. J'allais au contraire rechercher la genèse de chacun des symptômes afin de pouvoir combattre les présupposés sur lesquels étaient édifiées les idées morbides. Durant ces analyses, il arrivait régulièrement que la malade s'exprime verbalement, avec les signes de la plus violente excitation, sur des choses dont l'affect n'avait jusque-là trouvé à s'écouler que comme expression d'une émotion. Je ne puis indiquer quelle part du résultat thérapeutique obtenu chaque fois revenait à cette élimination par suggestion in statu nascendi, et quelle part revenait à la résolution de l'affect par abrécation, car j'ai laissé agir conjointement les deux facteurs thérapeutiques. En conséquence, ce cas ne devrait pas être exploité pour mettre rigoureusement en évidence qu'une efficacité thérapeutique est inhérente à la méthode cathartique, mais il me faut pourtant dire que seuls ont été effectivement éliminés de façon durable ceux des symptômes de maladie pour lesquels j'ai conduit l'analyse psychique. Il me faut ajouter encore une remarque avant de conclure l'histoire de Madame von N. Nous la connaissions tous deux assez bien, le docteur Breuer et moi, et ce durant une assez longue période, et nous avions coutume de sourire lorsque nous comparions le profil de son caractère avec la description de la psyché hystérique qui accourt depuis des anciens temps à travers les livres et l'opinion des médecins. Lorsque nous nous sommes aperçus, à partir de l'observation de Madame Kessily M., que l'hystérie, sous sa forme la plus grave, est compatible avec les dons les plus riches et les plus originaux. Un fait qui d'ailleurs transparaît jusqu'à l'évidence dans les biographies des femmes qui comptent dans l'histoire et la littérature. Nous avions en Madame Amy von N un exemple de ce que l'hystérie n'exclut pas un caractère impeccablement développé, ni une vie consciemment menée vers ses buts. Cette femme que nous avions bien connue était quelqu'un d'exceptionnel, dont la rigueur morale, dans la conception de ses devoirs, l'intelligence et l'énergie proprement masculines, la haute culture et l'amour de la vérité nous en imposaient à tous deux, tandis que sa sollicitude, pleine de bonté pour toutes les personnes qui lui étaient subordonnées, sa modestie intérieure et la finesse de ses manières la faisaient d'ailleurs apparaître comme une dame inspirant le respect. Appelée dégénérée, une telle femme, c'est déformer la signification de ce mot jusqu'à le rendre méconnaissable. On fait bien de distinguer conceptuellement les êtres humains disposés et les êtres humains dégénérés, sans quoi on sera contraint de concéder que l'humanité est redevable d'une bonne partie de ses grandes conquêtes aux efforts d'individus dégénérés. Je l'avoue également, dans l'histoire de Madame von M, je ne puis rien trouver de la performance psychique amoindrie à laquelle P. Janet ramène l'apparition de l'hystérie. La disposition hystérique consisterait, selon lui, en une étroitesse anormale du champ de la conscience et par suite d'une dégénérescence héréditaire.
laquelle donne lieu à l'abandon dans lequel sont laissées des séries entières de perceptions et par la suite à la désagrégation du moi et à l'organisation de personnalités secondaires. Par conséquent, le reste du moi devrait aussi, après soustraction des groupes psychiques organisés hystériquement, être moins capable d'agir que le moi normal. Et de fait, ce moi, selon Janet, est, chez les hystériques, chargé de stigmates psychiques, condamné au monoïdéisme et incapable des performances habituelles de la volonté dans la vie. J'estime que Janet a eu tort ici d'élever des états consécutifs à la modification hystérique de la conscience au rang de condition primaire de l'hystérie. Ce thème méritait d'être traité ailleurs, de façon plus détaillée. Mais chez Madame von N, on ne pouvait rien remarquer d'une telle performance amoindrie. Durant la période de ses états les plus graves, elle était et restait capable d'assurer sa participation à la direction d'une grande entreprise industrielle, de ne jamais perdre de vue l'éducation de ses enfants, de poursuivre son commerce épistolaire avec des personnes d'esprit éminents. Bref, de faire face à tous ses devoirs de telle sorte que son état de maladie pouvait rester caché. Je devrais bien plutôt estimer qu'il en résultait un degré considérable de surperformance psychique, qui n'était peut-être pas soutenable dans la durée, qui devait nécessairement conduire à un épuisement, à la misère psychologique secondaire. À l'époque où je la vis pour la première fois, de tels troubles de sa capacité d'agir commençaient vraisemblablement déjà à se faire sentir. Mais en tout cas, une grave hystérie avait existé de longues années avant ces symptômes d'épuisement. Note ajoutée en 1924. Je sais qu'aucun analyste ne peut lire aujourd'hui cette histoire de malade sans un sourire apitoyé. Mais qu'on veuille bien considérer que c'était le premier cas dans lequel j'appliquais dans une large mesure le procédé cathartique. C'est pourquoi je veux également conserver à ce compte-rendu sa forme d'origine, ne produire aucune des critiques qui se présentent aujourd'hui si facilement et n'entreprendre aucune tentative pour combler après coup ces innombrables lacunes. Je ne veux ajouter que deux choses. La vue que j'ai acquise plus tard dans l'étiologie actuelle de l'affection et des informations sur le développement ultérieur de celle-ci. Alors que je passais, comme évoqué précédemment, quelques jours en tant qu'invité dans sa maison de campagne, il y eut un repas auquel assistait une personne étrangère qui s'efforçait manifestement d'être agréable. Après son départ, elle me demanda s'il m'avait plu et elle ajouta comme en passant « Figurez-vous, cet homme veut m'épouser ?» En corrélation avec d'autres propos auxquels j'avais négligé d'accorder de la valeur, force me fut de comprendre clairement qu'à l'époque, elle aspirait à un nouveau mariage, mais qu'elle voyait dans l'existence de ses deux filles, héritières de la fortune paternelle, l'obstacle à la réalisation de son destin. Quelques années plus tard, je rencontrai à un congrès de naturalistes un éminent médecin originaire du pays de Madame Amy, à qui je demandais s'il connaissait la dame et s'il avait quelque chose sur son état de santé. Oui, il la connaissait, et il l'avait lui-même traitée hypnotiquement. Elle avait joué avec lui, et avec beaucoup d'autres médecins encore, la même pièce qu'avec moi. Elle était venue dans un état misérable, avait récompensé le traitement hypnotique par un succès extraordinaire pour ensuite devenir subitement hostile au médecin, le quitter et réactiver toute l'ampleur de son état de maladie. C'était la véritable contrainte de répétition. Ce n'est qu'après un quart de siècle que j'eus à nouveau des nouvelles de Madame Amy. Sa fille aînée, celle-là même pour laquelle j'avais autrefois établi un pronostic si défavorable, s'adressa à moi pour demander une attestation concernant l'état mental de sa mère en raison du traitement que je lui avais dispensé à l'époque. Elle avait l'intention d'entreprendre des démarches juridiques contre sa mère qu'elle décrivait comme une personne tyrannique, cruelle et sans égard.
Elle avait rejeté ses 2 enfants et se refusait à leur apporter de l'aide dans leur misère actuelle. Ma correspondante elle-même avait obtenu un titre de docteur et elle était mariée.